Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi, je vais bien parce qu'il y a de la lecture. Il y a toujours de la lecture. Euh, et puis j'ai eu cette semaine il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte magnifique. Euh, voilà. J'espère que cette personne trouvera un éditeur pour publier ce texte. Voilà. Il y a des belles choses qui arrivent comme ça. Des éditeurs qui me contactent. Et puis tout à l'heure, j'étais au conseil d'administration de l'autre livre. Euh, voilà, donc la semaine prochaine, on peut se voir si vous êtes sur Paris. Je serai sur le stand des éditions d'en bas. Donc c'est au Palais de la Femme, euh, vendredi, samedi, dimanche, de la semaine prochaine. Voilà, donc plein de belles choses. Je vais rencontrer plein d'éditeurs, plein d'auteurs. Je vais découvrir ce que j'aime dans ce genre de salon, c'est justement de croiser des gens que je rencontre pas d'habitude ou des maisons d'édition que je connais pas et que je découvre. Et ça, c'est toujours un plaisir. Voilà. Et puis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ce que vous avez lu cette semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos lectures, ça m'intéresse toujours. Je découvre toujours plein de choses grâce à vous. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et toutes sortes, hein, toutes sortes de thèmes. Je suis vraiment ouvert à toutes les lectures. Si vous avez aimé quelque chose, que ce soit une BD, des essais, un polar, peu importe. Si vous m'en faites part, et puis je regarde, je lis, et puis voilà quoi. Euh, mais il n'y a pas que des livres. Je vais vous surprendre. Euh, Aujourd'hui, j'étais à Bulle. Je suis en tournée, donc je présente des programmes pour la rentrée littéraire, pour la rentrée, pas que littéraire. Et j'étais à la librairie de Cap et de Meaux, et j'arrive dans cette librairie. C'est toujours incroyable cette librairie. Je trouve toujours des trucs que je trouve nulle part ailleurs. Et je vois un jeu de 9 familles. Le jeu de 9 familles typo. Et, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous mets les références là. Tac, hop. Euh, donc c'est un éditeur qui s'appelle euh, Édition 205. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors ça vaut le coup d'aller voir leur site hein, parce que il y a vraiment des trucs incroyables. Et voilà, tout le monde connaît le jeu de cette famille. Voici un jeu de famille typographique. 9 familles, dont 2 familles nombreuses. C'est assez génial. Et voilà, donc il y a les règles du jeu. Et puis, en fait, les familles, donc là, c'est Humans, voilà. Euh, tac, tac, que je vous fasse voir comme ça. Hop. Ça ici, c'est la famille euh, Garald. Bonsoir Sam, content de te voir, de te lire et de découvrir ce que tu as lu cette semaine. Euh, Pendant que je présente ce jeu de 9 familles, je sais déjà que je vais y jouer pas mal. Réal, enfin voilà, c'est assez génial. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le coup de cœur de la librairie à Bulle. Enfin, ça, c'est génial. J'adore aller dans ces librairies où on ne trouve pas ce qu'on trouve dans toutes les autres. Euh, voilà. Donc, il y a des petits trucs comme ça, des petits éditeurs. Et, et je trouve un autre truc. Je dis, mais je connais pas cette maison d'édition. Vous avez autre chose? Et ils ont un truc, ça s'appelle Jouer avec l'architecture. Et c'est un truc pour les enfants. Et c'est magnifique. En fait, on peut construire des maisons, les colorier. Mais il n'y a pas que les maisons. Il y a les tipis. Il y a vraiment voilà, comment, la péniche. C'est assez génial. Alors, je vous ai pas mis le lien sur celui-là. Si, est-ce que je l'ai mis? Ah si, je l'ai mis. Voilà, je l'ai là. Euh, hop.
jouer avec l'architecture. Hop. C'est moi ce soir qui vous mets les infos. Hop. Voilà. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc toujours chez le même éditeur. Abri, cabane, caravane, case, chalet, château, igloo, immeuble, péniche, roulotte, tente, tour, villa. Découvre en jouant que toutes les maisons ne se ressemblent pas. Colorie, découpe, classe, assemble et construit la maison et la ville dans lesquelles tu aimerais vivre. Et ce qui est assez génial, c'est l'arrière, c'est colorié. Dans le monde, les maisons ne se ressemblent pas. Peut-être reconnaîtras-tu la tienne. Amuse-toi à les colorier. Découper. Au verso des grandes images, découpe les cartes en suivant les pointillés pour créer ton jeu. Parce qu'en plus, il y a un jeu. Donc tu observes les formes, tu les classes par famille. Porte, fenêtre, toit, donc rond, carré, triangle. Je vais voir, tac, c'est de l'autre côté. Voilà, ici classé. Et puis jouer, tu reconstitues chacune des 25 maisons en assemblant les pièces du puzzle. Je ne vais pas y arriver longtemps. Voilà. Et puis après, il y a construire. Voilà. Donc c'est vraiment un truc magnifique. J'adore. Parce que quand on parle de maison, on pense pas au camping-car. Mais effectivement, il y a des... voilà. Le tipi, qui est splendide aussi. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est magnifique. Découverte du jour. Voilà. Donc, le jeu de cartes. Ça... Ah ouais, j'étais bercé dans la poésie en fait cette semaine, dans l'écriture, dans des belles choses qui me sont arrivées. J'ai relu aussi un autre texte qui m'a vraiment touché. Et puis, je- en fait, il se trouve que il y a un auteur des éditions d'en bas qui est Grand Prix Suisse de littérature cette année, qui s'appelle Reto Heni, avec un ouvrage qui s'appelle L'ombre de Bloom que j'ai regardé, que j'ai même pas ici. Donc, je suis pas très bon, mais je vous en lirai un extrait une prochaine fois. Euh, et, euh, et en fait, Joyce est venue à Lausanne plusieurs fois. Et il y a une personne qui a écrit autour des rencontres de Joyce quand il est venu en Suisse. Et puis également, on va essayer de faire quelque chose. On va voir. Faut que j'ai contacté Retoeni pour savoir s'il peut venir, mais on aimerait bien faire quelque chose à l'hôtel de la Paix à Lausanne, où il dormait quand il venait. Voilà, donc lors du Bloomsday, donc qui est le 14 juin, je crois. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Et donc, je suis en train de lire ce bouquin, Les Heures de James Joyce, chez Actes Sud. Papa, où est-ce que c'est? Est-ce que... Ah, j'ai pas mis le... Bon, je vous le mets comme ça, parce que j'ai pas... Tiens, je crois que j'avais... Ah si, j'ai le... Ah, je suis pas très bon là-dessus. Hop, Les Heures de James Joyce, voilà. Hop. Voilà. Et, c'est assez génial parce que, pour tout vous dire, euh, chez Pandiffusion que je diffuse et Serendip, on a un bouquin, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, qui va paraître, mais ça je vous en parlerai plus quand il sera paru, qui est sur la fille de Joyce, Lucia Joyce, qui est un ouvrage qui, il y a longtemps que j'avais pas pleuré en lisant un bouquin. Ça m'a tellement ému ce livre. Et, je me suis replongé dans Joyce, euh, dans aussi, c'est les 100 ans de Ulysse cette année. Voilà, puis j'ai appris aussi que peut-être que la tombe de Joyce allait repartir en Irlande, donc euh, on va aller, avec mon amoureuse, on va aller à Zurich pendant qu'elle est encore là-bas, quoi. Euh, Puis après, il faudra qu'on aille en Irlande pour la voir, s'ils l'ont bien remise, quoi. Voilà. En attendant, je vais vous lire un petit extrait de ce livre de Jacques Mercanton, Entre chien et loup. Sur la plateforme du tramway qui nous ramène du lac,
Joyce enfile avec adresse un gilet de laine qu'il portait roulé sous le bras. Puis il me demande à brûle-pourpoint si j'ai peur des chiens. Je le lui avoue sans peine, d'autant plus que l'autre jour, je l'ai vu lui aussi s'écarter avec précaution dans l'avenue où un gros chien nous barrait la route. Ce sont des bêtes lâches, dit-il. Elles sentent qu'on a peur d'elles et s'enhardissent. À la vérité, sur ce point, les chiens ressemblent à la plupart des hommes, et je ne retrouve pas ici chez Joy son objectivité habituelle. Il m'invite cependant à l'accompagner à une exposition de chiens qui se tient sur l'esplanade de Montbenon, donc c'est à Lausanne, en m'assurant que nous ne courrons aucun risque. Les chiens seront à la tâche. Tous deux, l'angoisse dans le regard et décrivant de larges courbes autour des stalles, où nos ennemis nous regardent sans rancune, nous parcourons le jardin à l'heure où tombe la nuit. Entre chien et loup, dit Joyce. Il va et vient dans la foule, son chapeau cabossé sur les yeux, se glisse derrière moi pendant que je lis les noms sur les pancartes, puis, gardant une distance respectueuse, se penche pour apercevoir la bête tandis que je me glisse derrière lui à mon tour. Puis au moment de la fermeture, nous nous installons sur un banc pour voir passer dans l'allée les chiens qui rentrent à la maison, tirant leur maître à la laisse, légèrement excités par la cérémonie. Cette visite a égayé Joyce, qui parle du peu de rôle que l'animal, ami de l'homme, joue dans ses livres. En particulier le cheval, gloire de l'Irlande et souci essentiel de tout vrai Irlandais. Du temps des fiacres, un Irlandais qui prenait une voiture à la gare pour 10 minutes de course commençait par choisir le cheval. Il s'étonne que les Anglais qui prétendent aimer les chiens se servent de noms de chiens pour leurs pires injures. Lui aime les animaux pour eux-mêmes, dit-il, sans l'homme, ce qui est le contraire de l'amour sentimental des Anglais, et pas Kipling non plus. J'ai fait remarquer qu'il parle précisément des animaux comme il parle des Anglais, avec le même respect, la même curiosité distante. Ah, c'est vrai, dit-il en riant, mais je comprends tout de même mieux les bêtes. Il prend à témoin la merveilleuse page de Work in Progress que nous étudions ensemble ces jours-ci, ce nocturne rempli des cris, des soupirs, des rumeurs, des prières, des bêtes qui s'endorment. Tour à tour défile dans notre évocation le chien de la plage de Sandy Mount qui effraie Stephen, le chien terrible du citoyen dans l'épisode de Circé. Gary Owen, gros chien au pelage roux, dit-il, qui appartenait à une de ses tantes et qui terrorisait son enfance. Enfin, le seul qui nous touche, Athos, le chien du vieux Virac qu'il confie à son fils en mourant. Be good for Athos, Léopold. Quand je rappelle cette phrase, Joyce a ce sourire d'humanité mélancolique, pitoyable, un peu moqueuse que j'aime tant chez lui. Puis, il me raconte qu'il a été attaqué une fois en Hollande par un gros matin roux, pareil à Gary Owen. Un descendant peut-être, dit-il, qui avait lu cette page d'Ulysse et qui m'a reconnu. Il frissonne à ce souvenir. Voilà. C'est assez génial parce que c'est Joyce à la fin de sa vie et on le voit vivre, on le sent vivre. C'est marrant, il y a un passage où il est à 100 mètres d'ici, à Lutry, sur les quais, où il est assis comme ça à regarder le lac. Et c'est vraiment voilà. Petit bouquin sympa, Jacques Mercanton, Les Heures de Joyce, de James Joyce, chaque suite. Et puis, bon, je sais toujours pas ce que vous avez lu cette semaine. Hein. Je sais pas si vous avez lu ou si vous n'avez pas lu. Peut-être que vous n'avez pas lu, hein. C'est possible. Vous avez le droit, comme dirait Pénac, on a le droit de pas lire. Ça, je trouve que c'est un droit impressionnant, important, essentiel. Alors, Jean-Pierre Simon. Non, je vais pas commencer par Jean-Pierre Simon. J'ai commencé par Sophie Nolot. La poésie à l'épreuve de soi. Tac, tac, tac. Où est-ce que je trouve? Ah, mais ça, j'ai pas mis. Ah oui, ça, j'ai rajouté, en fait. J'ai rajouté parce que j'ai retrouvé, il était sur ma table de nuit, et puis j'ai pas eu le temps de. Tac. Ouais, je m'intéresse à Sophie, quand même. Voilà, Sophie Nolot. Et ça s'intitule La poésie à l'épreuve de soi. Et c'est vraiment. Ça m'a assez intéressé parce que. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Si je mets en majuscule comme ça, va vous faire mal aux yeux. Hop. Excusez-moi.
pas vite, hein. Je lis plus vite que je tape. Je vais y arriver. Voilà. Donc Sophie Nolot, La poésie à l'épreuve de soi. Donc c'est chez Actes Sud aussi. C'est un bouquin qui est apparu en 2018. Et je vous lis le quatrième. À la fois récit et manifeste, cet essai dédié à l'ardeur poétique risque à tout propos la première personne du singulier, afin de témoigner de cet éblouissement que suscite la lecture d'un poème et combien cet éblouissement peut perdurer. Je ne vous lis pas tout, mais je vais vous lire un extrait. Non, je vais vous lire plusieurs extraits parce que j'ai trouvé ce bouquin hyper intéressant, hyper bien. Les poètes ne meurent pas, en tout cas pas comme vous et moi, comme le disait Coco Chanel à propos de son ami Pierre Reverdy. Pour preuve, le cœur exilé de Mahmoud Darwich s'est arrêté de battre le 9 août 2008 à la Saint-Amour, aux États-Unis. Et cependant, ses poèmes continuent d'arpenter nos semaines. C'est mardi, et le temps est clair. Je marche dans une rue latérale, sous un toit de châtaignier. Je marche léger, léger, comme évaporé. Évaporé de mon corps, comme si j'avais rendez-vous avec un poème. Je regarde ma montre, l'esprit ailleurs. Je parcours les pages de nuées lointaines sur lesquelles le ciel consigne des pensées élevées. Je feuillette les états de mon cœur sur les noyers. Il est sans électricité, tel un cabanon au bord de la mer. Et ça, c'est extrait d'un texte de Mahmoud Darwich, Anthologie, traduit de l'arabe par Elias Sambar, chez Babel Actes Sud en 2009. Et je tourne quelques pages. Ce qu'il y a de fort dans la figure de style, ce n'est pas la figure, c'est le style. Pascal Quignard ouvre ainsi son triomphe du temps. Dans chaque maison, tout recoin a ses larmes. 45 signes, espace compris. Nous sommes quelques-uns à ne pas nous lasser de ces syllabes impaires, leur découvrant saison après saison de nouvelles significations. Moi, le style, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. J'avoue que je suis très très touché par le style des auteurs. C'est un peu ma priorité dans ma lecture. Voilà. Paul Celan parlait du poème comme d'une main tendue. Sans celle du lecteur, tendue en retour, nulle rencontre. Et peut-être nulle œuvre. Dans une lettre à René Char datée du 22 mars 1962 qu'il n'a pas envoyée, l'auteur de La fugue de mort écrivait : « Voyez-vous, j'ai toujours essayé de vous comprendre, de vous répondre, de serrer votre parole comme on serre une main. Et c'était bien entendu ma main qui serrait la vôtre, là où elle était sûre de ne pas manquer la rencontre. Pour ce qui, dans votre œuvre, ne s'ouvrait pas, ou pas encore, à ma compréhension, j'ai répondu par le respect et par l'attente. On ne peut jamais prétendre à saisir entièrement. Ce serait l'irrespect devant l'inconnu qui habite ou vient habiter le poète. Ce serait oublier que la poésie, cela se respire. Oublier que la poésie vous aspire. Mais ce souffle, ce rythme, d'où vient-il ? Paul Celan à René Char, correspondant chez Gallimard 2015. Et la rencontre, c'est essentiel. C'est essentiel pour le partage. Je pense qu'on a été bien frustrés pendant 2 ans là, de ne pas faire de rencontres, de ne pas pouvoir voir nos amis, de ne pas découvrir de nouvelles personnes. Et allons-y, sortons. Et puis, laissons le pangolin où il est. Voilà. Sophie Nolot, la poésie à l'épreuve de soi, chez Actes Sud. Entre deux, en fait, j'alterne. J'alterne vraiment mes lectures. Ce bouquin-là vient de sortir. Alain Freudiger. Alors, ça, j'ai le lien.
Alain Freud d'hier, c'est une personne totalement incroyable. C'est un gars que j'admire beaucoup. C'est un auteur très complet, euh, aussi bien littérature. Ah zut, j'ai un problème de taille de chat. Je ne sais pas si vous le voyez le chat. Est-ce que vous le voyez ou pas? En tous les cas, il n'est pas sur la vidéo. Euh, Ah si, il est dessus. C'est le chat du dessus qui a disparu. Euh, Bref, du management et autres chroniques. Et c'est assez génial. Entre autres, donc ça c'est chez Lycélas, éditeur suisse. Et, euh, et c'est assez génial. On va partir par exemple d'une histoire que j'aime beaucoup. Il va parler par exemple du classeur Excel. Euh, il y a toute une théorie comme ça, disant que en fait on passe beaucoup de temps à remplir euh, notre classeur Excel des choses qu'on fait. Voilà, dans une entreprise, voilà, on va nous dire, ben, il faut compter combien de temps tu prends pour téléphoner, combien de temps tu prends pour faire telle tâche, pour telle et telle chose. Le seul truc qu'on compte pas, c'est le temps qu'on passe à remplir ce classeur Excel. Et en fait, tout est un petit peu comme ça. Et il y a beaucoup d'humour. Alors c'est un bouquin, je ris, je ris, je ris. J'ai repris plusieurs fois. Bon, déjà, je l'ai présenté au libraire, donc je l'avais lu en PDF, mais là, depuis que je l'ai en main, je repique des morceaux comme ça parce que c'est tellement juste et tellement drôle. Ça fait du bien aussi de voir cette société qui marche complètement sur la tête, hein, un petit peu comme ma pendule qui marche à l'envers. On est vraiment là-dedans. Et je vais vous lire un extrait de Faux et usage de faux. Se gardant bien de tout accointance avec le marteau et la faucille, une union paysanne artisane et milliardaire use pourtant depuis quelques années de la faux et du martel, tranchant d'abord à vif dans le corps du langage pour produire des mots creux, martelant ensuite ses abattis afin d'en emplir les têtes du peuple suisse. C'est ainsi que l'on a vu apparaître les faux réfugiés, les faux invalides, les faux pauvres, les faux chômeurs, en attendant les faux malades. Le procédé est simple. Dans un premier temps, on accole le préfixe faux à un mot, ressortissant en général d'une catégorie de la population que l'on cherche à nier. L'effet est immédiat. On prétend de la sorte clarifier le réel, et on s'économise la pensée, puisque le tri entre vrai et faux en fait office. Cette opération de découpe entraîne alors son corollaire menaçant. Les vrais sont mis en demeure de prouver qu'ils ne sont pas des faux. Le passage au tamis précède ainsi le roulage dans la farine. Alors vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez passer un bon moment, lisez Freudig, chez Lycélas, ça vaut vraiment le coup. C'est pas parce que je veux le vendre, hein, en plus il est pas cher, hein, il est 14 euros, 18 francs. Euh, voilà. Non, c'est vraiment, c'est assez génial. C'est vraiment euh, colonisation, les mots et les choses. Lorsque les Hollandais découvrent, après avoir commencé leur colonisation de l'Afrique australe, d'étranges bêtes, des sortes de vaches maigres et barbues, une espèce animale nouvelle et inconnue, ils font ce que font les hommes depuis Adam, paraît-il. Ils nomment le nouveau bestiau. Mais cet animal a bien des écarts étranges et admirables qu'est le gnou, ce bovidé magnifiquement acclimaté à son environnement, reçoit de la part des Bataves ce simple qualificatif de wildebeest. Visiblement, pour les colons paléo-afrikaners, il n'est pas de meilleure idée ni désignation que de nommer le gnou bête sauvage. Bonsoir, alchimiste des mots. Comment ça va? Quelle lecture, quelle lecture as-tu faite cette semaine? Voilà. Ouais, alors, hésitez pas à Freiliger, c'est un petit bijou. J'ai beaucoup aimé. Il y a des bouquins qui me plaisent tout de suite. Je suis vraiment content. Euh, c'est toujours un peu comme ça, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses là qui arrivent. Euh, et entre autres, mon amoureuse qui m'a fait un truc incroyable. Elle me fait des surprises comme ça, et entre autres Jean-Pierre Siméon. Je lui parle de Jean-Pierre Siméon, puis voilà. Puis tout d'un coup, je vous en parlerai plus tard, mais
Ah, le programme de ce soir, on parle de livres en fait. De quoi on a parlé? On a parlé de jeux. Je récapitule ce qu'on a parlé jusqu'ici, comme ça, pour les personnes qui sont arrivées un peu plus tard. Mais vous pourrez voir le Twitch sur mon site demain matin. Un jeu de 9 familles typo. On a commencé par ça, donc, aux éditions 205, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Chez le même éditeur, euh, jouer avec l'architecture, euh, découpage, coloriage, architecture de la maison, du camping-car et du tipi, enfin, vraiment, vraiment très chouette. Toujours chez 205. Euh, je vous ai parlé des heures de James Joyce. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme. Ah oui, le jeu. Ah, mais il est génial, ouais. Ah ouais, le jeu, il est. Un jeu de 9 familles typo. Donc, moi, j'ai eu. Je fais la pub, hein, parce que si vous voulez aller à Bulle, voilà. Euh, hop, c'est pas loin de Fribourg. Donc, quand vous passez à Fribourg, vous arrêtez. Voilà. Et splendide, hein, vraiment splendide ce jeu. Avec ces 9 familles, c'est assez génial. Voilà. Je disais qu'en fait, dans ces librairies, ce genre de librairie, ben, on découvre on découvre des petits bijoux. Voilà. Donc voilà. Et, euh, et voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec, mais je pense que ça va être une des occupations avec mon amoureuse prochainement. On va jouer aux 9 familles, bah oui. Ça, je pense que ça va être inévitable. Oui, des pépites, ouais. Euh, les heures de Joyce, de James Joyce, donc pareil, hein, c'est un peu la rencontre entre Mercanton et Joyce, aussi bien à Paris, mais pas mal aussi en Suisse, à Lausanne, voilà. Et puis là, je venais de lire des extraits de la poésie à l'épreuve de soi de Sophie Nolot, chez Actes Sud. Et puis, Alain Freudiger, je sais pas, je crois que tu étais arrivé quand j'en parlais, de ce bouquin de management et autres chroniques chez Lycélas, qui est vraiment excellent. Euh, une confusion entre le français, la confusion entre les termes d'hydroglisseur et d'aéroglisseur. Elle tient pour une part à un aspect linguistique, glisser sur ou grâce à l'eau, glisser sur ou grâce à l'air, et pour une autre à des aspects techniques. Or, à l'heure où la glisse sous toutes ses formes est devenue l'attitude préconisée face au monde, surfer, lâcher prise, comme sur des roulettes, il est sans doute judicieux de creuser la chose. Avant de nous lancer plus loin, précisons quelques points à propos de ces étonnants véhicules. Alors voilà, là, si vous voulez passer vraiment des bons moments de lecture, n'hésitez pas. Et donc je disais que, en fait, le programme, je l'annonce pas tellement avant, parce que je peux changer en cours de route si vous me dites ah mais moi j'ai lu tel auteur, telle autrice, et moi je peux prendre peut-être dans ce que j'ai ici ou ailleurs un des bouquins. Bon, la bibliothèque commence à être rangée, hein, ça commence à un petit peu, enfin rangé, pas vraiment rangé, mais il commence à y avoir un petit peu de. Il y a encore des piles par terre, hein. Il y a encore des cartons qui ne sont pas ouverts, mais voilà. C'est possible que je trouve quelque chose euh, qui peut correspondre à ce que vous êtes en train de lire. Je ne sais pas ce que vous avez lu. N'hésitez pas à mettre des petits messages, hein. On est là pour discuter aussi. Donc, mon amoureuse, je parle de Jean-Pierre Siméon, et quelques jours après, je reçois ça. Jean-Pierre Siméon, usage du poème. Alors, j'aime bien les livres d'occasion, parce qu'il y a des gens qui font des marques. Et voilà, par exemple, là, c'est surligné. Adolescence, c'était pour moi une manière d'aventure, de prendre une feuille et d'écrire. Ça a dû parler à cette personne. Euh, la page d'après, surligné. Je crois que je suis alors plus conscient et maître de mes choix. Il se trouve aussi que le sous-texte, j'appelle ainsi l'ensemble des lectures du moment,
À partir de quoi on écrit, toujours peu ou prou, change nettement. Jusqu'à 30 ans, je lis de façon boulimique et dans tous les sens. À cet âge, j'ai presque tout lu des poètes du début du XXe. D'Apollinaire aux dadaïstes et surréalistes, mais aussi Mayakovsky, Neruda, Holland, Pavese, par exemple. Voilà. Ça, c'est les passages qui sont surlignés. Et puis là, je vais vous lire quelques petits extraits. Certains défendent l'idée d'un poète en marge. Donc c'est une correspondance, hein, c'est une conversation avec Yann Nicole. Euh, les livres d'occasion, une histoire dans une... Ouais, c'est incroyable, moi j'adore. Hein. J'adore les livres d'occasion, je trouve ça génial. Tu prends le bouquin, qu'est-ce que j'ai vu c'était... Je me demande si c'était pas dans le Siméon, non c'était dans un autre. Ah oui, non, je vous ferai voir un autre, Pasolini. Euh, et en fait, dedans, il y avait un billet de RER ou de métro, je sais plus. C'était drôle. Voilà. Donc j'ai l'année à laquelle la personne s'est servie d'un billet de métro, d'un billet de, non c'était quoi, je sais plus. Un billet de parking, voilà. Un billet de parking à Paris, mairie de Paris. Voilà. L'année à laquelle ça a servi de signe. Certains défendent l'idée d'un poète en marge. Dire que le poète a sa place dans la cité ne signifie pas qu'il doit rédiger des tracts. Pour moi, la poésie est politique, non pas par ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle est, ce qu'elle manifeste. Une des missions premières de la poésie, ou en tout cas une de ses fonctions, c'est d'être lucide. Restituer la complexité, ce n'est pas simplifier, mais clarifier. Le poème invente une langue neuve, une langue qui dissonne pour dire autrement la question. Le propre du travail de poète est un arrachement aux stéréotypes du penser, du sentir, du juger. S'arracher à ces stéréotypes passe par un arrachement aux stéréotypes de la langue. C'est un combat, mais c'est là que réside aussi la fonction politique, puisque celui qui lit le poème participe aussi de cet arrachement. Pardon. Je voyais attachement, c'est pas vraiment la même chose entre l'arrachement et l'attachement. Bonne soirée, et puis à bientôt. Puis il y aura le Twitch sur mon site, voilà. Puis on se voit mardi normalement. Je serai là mardi. Voilà. Puis bonne lecture en attendant. À bientôt. Vous pensez au fond que les enfants peuvent tout lire? Non. La question est, qu'est-ce que les enfants peuvent lire? La réponse est, beaucoup plus qu'on ne croit. Ils peuvent presque tout lire en réalité. Alors ça c'est marrant parce que euh, quand j'étais libraire à Cherbourg, à Plain-Ciel, j'avais décloisonné en fait le livre jeunesse et euh, mélanger livre jeunesse et livre adulte. Et c'est assez impressionnant quand même de se dire que il n'y a pas spécialement quand vous avez euh, des parents qui disent mon enfant ne lit pas, puis quand on dit à l'enfant mais qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as aimé comme livre? Harry Potter. Ah, qu'est-ce que tu as lu? Le premier? Tous? Bah alors tu peux tout lire. Voilà. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est après, je pense que la lecture, c'est aussi avoir du plaisir. Et si l'enfant, si l'adulte a du plaisir à lire, il va trouver des choses à lire. Je sais pas si. Enfin, moi, je suis assez convaincu de ça. Si mon propos peut choquer, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que signifie lire de la poésie. Si on croit que lire de la poésie, c'est être capable de résumer le poème après la lecture, alors il est évident qu'on ne peut donner à lire Char ou Saint John Perse à un enfant. Seulement, dans cette optique, on ne peut pas non plus donner à lire à un adulte. Je pense qu'un enfant peut entendre ce type de texte, en avoir une juste lecture et être nourri par le poème. Simplement, on doit partir du principe que la lecture du poème est une lecture plurielle, polysémique, qui peut se faire à plusieurs niveaux et qu'elle est en plus très subjective, c'est-à-dire que chacun peut lire selon son besoin. Ceci est vrai pour la poésie moderne et pour la poésie classique. Alors, bon, Jean-Pierre Siméon, voilà, La nuit respire, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et
En fait, aujourd'hui, bah voilà, mon amoureuse, elle m'avait commandé ça. Et donc, bah, ça sera la semaine prochaine, hein. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que euh, j'ai pas eu le temps encore. J'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, je vais vous lire un poème de Jean-Pierre Simon. Non, il n'est pas fou celui qui parle au vent, aux murs, aux rues, aux lampadaires, à l'ombre du chat sur la fenêtre, aux mains fragiles qui l'aiment et le connaissent. Il n'est pas fou celui qui voit la mer dans son miroir et des chiens bleus dans les nuages. Non, le poète n'est pas fou, il rêve. Il rêve et nous attend sous le manteau de son mystère, au cœur du monde imaginé. Ça dit bien ce que dit donc. Donc ça, c'est La Nuit respire, chez Chêne Éditeur. Voilà. Je mettrai tous les liens sur mon site et puis aussi sur la page Facebook de Livre à vous d'en parler. Et puis voilà. Je continue. Des questions qui restent sans réponse. Contrairement à la religion, la poésie ne donne pas de réponse, ou bien des réponses précaires et provisoires qui se savent fragiles et incertaines parce qu'elles ont conscience d'être tributaires de l'expérience de celui qui parle. Il ne peut pas y avoir de lecture de la poésie sans acceptation de l'énigme ou de l'obscurité. Comprendre un poème, c'est en fait ne pas le comprendre. Si vous voulez réellement comprendre un poème, il faut que vous ne le compreniez pas complètement. Car si vous comprenez tout d'emblée, c'est que ce n'était pas un poème. Ou bien un poème qui ne valait rien puisqu'il ne recelait aucun inconnu pour vous. Dans ce cas-là, vous ne faites que reconnaître, désigner du connu, ce qui n'a aucun intérêt puisque cela revient à se regarder dans un miroir. Si je dis perdre quelqu'un que l'on aime est triste, quel est l'intérêt? Ma phrase devient poème si elle dit au-delà, et que cet au-delà demande un temps, une compréhension différée, non pas pour le plaisir, mais parce qu'elle veut dire du réel, quelque chose d'autre que ce qu'on en dit d'habitude. C'est forcément déconcertant. Ce qu'il y a au fond de tout poème, c'est l'inouï, l'imprévu, l'inédit. Le lecteur est forcément déconcerté. C'est une certitude. On ne peut lire de la poésie sans être déconcerté. Et là, je vais vous raconter une anecdote. En fait, quand j'ai créé une librairie en 87, dans la Manche, en Normandie. Et un des premiers auteurs que j'ai invité, je crois que c'est même la première dédicace. Je dois avoir dans le livre d'or, je dois avoir la date, peut-être, peut-être que j'ai la date. C'est un bordel ce livre d'or. Mais je dois avoir la date à laquelle ce poète est venu. Ça commence même pas au début, c'est n'importe quoi. Ah non, c'est pas lui qui est venu. Il n'est pas venu en premier. Mais il est venu. Ah ouais. C'était en 88. Voilà. En 88, entre avril et octobre. Voilà. Guy Alix, un poète que j'aime beaucoup. Et il avait fait des poèmes qu'il avait mis sous format 21-29-7 et puis qu'il avait mis sous plastique. Et c'était vraiment très très joli ces poèmes. Et il y en avait un qui me touchait beaucoup. Et je lui ai dit, mais je comprends pas tout. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux comprendre? Et voilà. Pourquoi tu veux comprendre? 88. Et ça a été une révélation pour moi qu'il me dise ça. Ça a été vraiment, mais c'est pas comme à l'école. La poésie, on n'est pas obligé de tout comprendre. On peut aimer sans comprendre. Et ça, c'est assez génial. Et ça m'a servi beaucoup.
pas uniquement pour la poésie. Ça m'arrive des bouquins que je comprends pas grand-chose et j'avance dedans. Et puis, bah, soit je vais revenir dessus, soit pas, peu importe, ou soit je comprendrai plus tard, enfin, ou pas. On n'a qu'une vie, hein, on peut pas tout. Mais ça a été très libérateur en fait de cette chose. Voilà. Et je continue parce que ce bouquin il est incroyable. Vous savez qu'il faut respecter le droit d'auteur, donc on ne peut pas lire beaucoup, ce qui est normal. Hein, donc il y a un pourcentage. Donc, je vous dis des petits extraits, mais n'hésitez pas si vous voulez. C'est un bouquin, il y a quasiment tout à lire dans ce livre. Donc question, enfin remarque, cette initiation à la lecture affective est d'autant plus importante pour les élèves qui ne sont pas éduqués dans les livres. Et Siméon dit, dans des milieux où il n'y a pas de rapport profond à la lecture intime, c'est à l'école de l'assumer. Comment s'étonner du refus de la littérature chez les jeunes, à qui on donne un savoir savant sur les formes littéraires, alors qu'ils n'ont pas fondé en eux un goût profond pour l'enjeu littéraire. Pour la poésie, je dis que pédagogiquement, la première mission est de créer les conditions d'apparition du plaisir, de l'expérience bouleversante que peut constituer la rencontre avec un texte. Ceci n'est pas un discours naïf et béné, car nous savons tous que cette lecture existe, et je persiste à croire que ce n'est pas l'analyse qui conduit au plaisir, sauf chez les esthètes. Même Yves Bonnefoy au Collège de France dit que le lecteur de poésie n'analyse pas. Voilà. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel ce goût de la lecture, le plaisir de lire. Enfin, je sais pas. J'imagine que vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu une personne qui m'avait envoyé un manuscrit. Et quel plaisir de lire ce manuscrit. J'ai lu une fois, puis après j'ai lu une deuxième fois, puis après j'ai lu à voix haute, et puis après j'ai lu l'auteur. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment des moments de pur bonheur. Voilà. Là, j'ai un manuscrit qui est là, j'en ai à droite, à gauche, en plus des livres que je lis. Les manuscrits, je vous en parle pas. Je vous en parlerai une fois qu'ils seront édités. Voilà. Ah oui. Alors, c'est quand je sais même plus, une semaine, 2 semaines, j'étais à Lausanne et il y avait une rencontre avec Leoluca Orlando, qui est le maire de Palerme, et qui a parlé de la charte de Palerme qu'il a faite autour des migrants. Et avec moi, qui était venu, il y avait Jean Duflo, donc qui avait, est-ce que j'ai son bouquin je sais même pas. Je vous parle de trucs que j'ai pas, c'est pas possible. J'ai un autre bouquin de Jean Duflo ici, qui a écrit entre autres un bouquin sur Palerme ville ouverte, qui est une interview de Leoluca Orlando et de tout ce qu'il a fait à Palerme, et entre autres tout ce qu'il a fait contre la mafia. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Et donc là ici j'ai Rome voyage chez les autres. Jean Duflo est quelqu'un qui a écrit énormément. C'est vraiment très impressionnant. Et lui il vit à Langomaille près de Arles. Voilà. Et entre autres, il a fait un bouquin et on en parlait. Puis il me dit, mais j'arrive pas à le retrouver, quoi. Donc c'est Pasolini, Entretien avec Pasolini, tac, tac, aux éditions Pierre Belfond. Et mon amoureuse a réussi à m'en trouver un. C'est incroyable. Voilà, hop, je vous mets le lien ici. Voilà. Et c'est génial de se replonger dans Pasolini comme ça, avec. C'est très difficile en fait de vous lire un extrait parce que en fait il va parler aussi bien des films. Enfin, ça va être vraiment en entretien. Je me suis dit que j'allais vous parler juste le tout début, donc avec
le premier chapitre qui s'appelle Le gisement mental. Jean Duflot. Je ne pense pas innover ni surprendre le lecteur ou le spectateur en soulignant l'importance que revêt dans votre œuvre la relation parentale. Bien avant Oedipe Roi, vous avez exprimé dans vos poèmes les sentiments contradictoires qui ont divisé votre enfance. Pasolini. Je suis originaire d'une famille typiquement représentative de la société italienne. Un vrai produit de croisement, un produit de l'unité italienne. Mon père descend d'une ancienne famille noble de la Romagne. Ma mère, à l'opposé, vient d'une famille de paysans frioulants qui ont accédé peu à peu avec le temps à la condition de petite bourgeoise. Du côté de mon grand-père maternel, on était dans la distillerie. La mère de ma mère était piémontaise, ce qui ne l'empêcha nullement d'avoir également des liens avec la Sicile et la région de Rome. Attendez, ce n'est pas tout. Dès ma plus tendre enfance, on a fait de moi un nomade. Je passais d'un campement à l'autre, je n'avais pas de foyer sédentaire. Le temps de naître à Bologne, et mon père nous déplace à Parme. Puis nous allons à Conegliano, à Belluno, Sacile, Idria, Cremone, et dans d'autres villes du nord de l'Italie. Mon enfance a été une longue série de déménagements. Il m'est extrêmement difficile de parler de mon père, de mes relations avec lui, et même de celles que j'ai pu avoir avec ma mère, comme il me paraît presque impossible d'épuiser mon enfance dans notre échange de propos. Vous m'avertissiez amicalement, dès les premiers mots de cet entretien, que vous ne veniez pas à moi comme juge ou comme psychanalyste. Je regrette presque que vous ne soyez pas psychanalyste parce que, pour ma part, j'éprouve une grande curiosité pour cette méthode d'investigation et j'ai lu suffisamment de choses pour douter de pouvoir parler de mes relations parentales en termes poétiques, simplement, ou même sur un mode purement anecdotique. Je risque d'imiter le langage de la psychanalyse sans en avoir l'efficacité. Je dirais simplement que j'ai éprouvé un grand amour pour ma mère. Sa présence physique, sa façon d'être, de parler, sa discrétion et sa douceur subjuguèrent toute mon enfance. J'ai cru longtemps que toute ma vie émotionnelle et érotique était déterminée exclusivement par cette passion excessive que je tenais même pour une forme monstrueuse de l'amour. Or, je viens de découvrir tout récemment que mes relations d'amour avec mon père ont eu aussi leur importance et que celle-ci est loin d'être négligeable. Il ne s'agit donc pas seulement de rivalité et de haine. Et alors, cet entretien, euh, j'ai découvert en fait que Pasolini était né un 5 mars, comme moi. Ça m'a fait drôle. Je me suis dit, ah, mais on est né le même jour. Bon, pas tout à fait la même année, mais bon. Voilà. Euh, voilà. C'est un bouquin qui est illustré aussi avec des extraits de films de Pasolini, des photos de Pasolini. Voilà. Euh, voilà. Je suis hyper content. Je suis en train de le lire. Et ça, c'est vraiment un petit bijou. Voilà. Je sais pas. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu ça aussi. Pinar Selek, euh, Azucena ou les fourmis zinzines. Je suis en train de le lire. J'avoue que j'ai un peu de difficulté parce que euh, c'est un peu comme Dostoevsky. Hein. Je suis pas. En fait, moi, dès qu'il y a beaucoup de personnages, je me perds un peu. Je sais pas, je sais pas si j'ai mes limites. Hein, donc, il faut que je reprenne. J'ai lu 30 pages, 40 pages, et en fait, je suis perdu complètement. Donc, alors que d'autres glisseraient dedans sans problème. Euh, j'aime sa forme d'écriture à Pinar Selek. J'aime son engagement. Ce livre-là a paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, et c'est certainement pas un hasard. Cette Pinar Selek, je pense que vous connaissez, enfin j'en avais déjà parlé, auteur, auteur turc, je crois que j'en avais un autre de Pinar Selek. Ouais, voilà. Et celui-ci, ça c'était paru aux éditions, quoi. Ça c'était un conte, c'était chez qui? Fin son des arbres. Je sais plus chez quel éditeur c'était. Hop. À l'édition des Lisières, voilà. Verte et les oiseaux, qui est splendide. Et j'aime vraiment beaucoup son écriture. Et donc, ça, je vous en lirai prochainement. Mais il faut que je reprenne. Et ça, c'est pas dû à Pinar Selek, c'est dû à moi.
clairement. C'est vraiment... mais c'est très beau. Je prends un passage comme ça. Euh, le port était le paradis de ma jeunesse. Quand on était petit, on venait pêcher là. Tourteaux, huîtres, crevettes. On rentrait à la maison les mains pleines. Toujours avec le rêve de monter un jour sur un bateau. L'obsession du bateau s'est poursuivie même chez ceux qui se sont éloignés de la mer à cause du boulot. J'ai pas mal de potes qui ont consacré des années à la construction d'un bateau dans leur jardin, en rêvant de sortir un jour à la mer. Mon vieux pote Thomas, avant de mourir, avait demandé qu'on le ramène dans son bateau garé sur son terrain depuis des années. C'était une autre époque. On rêvait vraiment. Les bateaux étaient petits, avec la pointe effilée. On voulait monter dessus, parce qu'on pêchait sur la côte. Parce qu'un bateau emmène au large et qu'on y trouve plus de poissons. À vrai dire, le port aussi était bien fourni. Personne ne rentrait la nasse vide. Il n'y avait pas de resto, pas de barrière, un ou deux bars, plein de bancs, et des gens en tout genre. Voilà. Donc, non, c'est une superbe écriture. Euh, je vous le note là, parce que comme j'ai pas, il faut que je recommence. Euh, je vous en parlerai à un prochain Twitch, peut-être mardi, c'est possible, parce que j'ai vraiment, ça me plaît vraiment ce bouquin. Hop. Voilà. Et puis cette femme est incroyable. On avait fait une soirée à Lausanne en soutien euh, à Pinar Selek parce que elle est toujours accusée en Turquie euh, d'avoir fait un attentat et malgré qu'elle ait été innocentée plusieurs fois, elle est toujours remise en accusation et c'est terrible quoi. Je sais pas comment on peut négocier avec une dictature comme la Turquie. Je suis assez en colère par rapport à ça. Entre autres, quand je vois, voilà, euh, quand je vois la manière dont l'Europe et la Suisse aussi donnent de l'argent pour financer ces gardes-côtes qui remettent les migrants à la mer, et que c'est une alliance entre la Grèce et la Turquie, je me dis mais comment on peut faire ça? Comment on peut être inhumain à ce point-là? Enfin, voilà. Donc ça repart dans la chambre en lecture. Voilà. Et ça, je vous en parle la prochaine fois. Et puis, ah oui, c'est ça, je voulais vous lire un extrait de. de, de, de ah, j'avais envie de lire ça. Yanis Ritsos. Euh, en, alors ça, je vous ai déjà donné les sources plusieurs fois. Tard, bien tard dans la nuit. Donc ça, c'est un bouquin de Jacqueline que Jacqueline avait acheté en 97, en janvier 97. Il y a même les dates dessus, c'est incroyable. Évasion. Peut-être aurait-il fallu qu'être quelque magnificence dans l'évocation, mais qui en avait l'envie? Ils s'assirent, ôtèrent leurs chemises, ne se regardèrent pas. L'un se mit à tracer un cercle sur le sol, l'autre à jouer tout seul aux osselets. Le troisième observait les nuages. Cette façon qu'ils ont de s'enfuir. Moi, j'imaginais un verre posé là, solitaire, sur une table en plein air. Cela me suffisait. Puis je glissai mon sac vide sous ma tête en guise d'oreiller et m'assoupis parmi les reflets de ce verre. C'est fou, hein, c'est vraiment en guise d'épilogue. Souvenez-vous de moi, dit-il. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, sans eau, sans pain, en foulant des pierres et des ronces, pour vous apporter du pain, de l'eau et des roses. La beauté, je ne l'ai jamais trahie. J'ai partagé équitablement tous mes biens. Je n'ai rien gardé pour moi. Une pauvreté sans nom.
J'ai éclairé mes nuits les plus fauves avec un petit lys des champs. Souvenez-vous de moi et pardonnez ce dernier regret. J'aurais tant voulu encore une fois, avec la petite faucille de la lune, couper un épi mûr, puis m'arrêter sur le seuil, regarder et mâcher l'épi, grain par grain, avec mes dents de devant, en contemplant et bénissant ce monde que je quitte, en contemplant aussi celui qui gravit la colline dans le couchant doré. Voyez, sa manche gauche a été rapiécée avec un carré d'étoffe pourpre. On ne le remarque guère. Et c'est cela que je tenais surtout à vous montrer. Et c'est peut-être pour cela qu'il faudrait vous souvenir de moi. Ah, c'est magnifique. Hein, Allez, ici à Lutry, on est en plein dans les vignes. Alors, les premières pluies sont arrivées. Des chevaux trempés se tiennent sous les arbres, les yeux mi-clos, en faisant semblant de mâcher de l'herbe sèche dans leur débilité automnale. Maria n'a pas voulu passer son peigne mouillé dans leur crinière, mais les derniers estivants sont déjà repartis. Un peu plus loin, une poule poussait des gloussements disparates, et il était triste de voir la multitude des moineaux affamés voler bas parmi les vignes vendangées, triste aussi de voir les nuages changer, se déchirer, s'enfuir, bien que fixés çà et là par les clous noirs des coqs. C'est ainsi en quelques heures que Maria a pris un coup de vieux. Voilà. Allez, il reste combien de temps? Ah, mais il reste 4 minutes. Allez, on va terminer par 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 qui? Ah oui, j'avais pensé à ça tout à l'heure. Voilà, Apollinaire. Donc toujours dans la bibliothèque de Jacqueline. En fait, j'appellerais ça la bibliothèque de Jacqueline, je pense. Voilà. Et ça m'a fait. Il y a, en fait, ça s'appelle Poésie libre d'Apollinaire. Euh, ça a paru à Lausanne, au Verger des Amours. Euh, et c'est le sous-titre, c'est Cortège pris à pic, Julie ou la Rose, le Verger des Amours, à Lausanne, au Verger des Amours. Voilà, ça c'est l'exemplaire numéroté. Poésie libre. Okay, voilà. Et elles sont très libres. Hein. Allez, on y va. Ah, faites-moi feuille de rose. Prenez en pitié mon aveu. C'est une langue que je veux. C'est mon cul que je vous propose. Mon cul s'éveille au souvenir d'une inoubliable caresse que m'enseigna une négresse dans un hôtel rue d'Aboukir. J'avais 16 ans et des torsades. La noire, me jugeant à point, régala mon cul d'un shampoing plus savoureux qu'une enculade. Je porte aujourd'hui les cheveux roulés en chignon sur la nuque, mais j'aime encore qu'on me trouduque, car j'ai le sphincter très nerveux, et j'ai gardé très peu de hanches afin de pouvoir exhiber le tralala le plus bombé des tralala que l'on en mange. Et mon anus est pour le doigt une merveilleuse alliance. Mais tu n'es pas bègue, commence par le baiser que tu me dois. Je sens que ta langue pénètre et je décharge, ô mon joli Diphaël, paierai cher peut-être pour voir ce qu'on fait dans son lit. Voilà. Je vous avais dit que c'était très libre. Hein. Allez, une petite dernière. Tout est dans cet esprit quand même. On voyage en fait avec Apollinaire. À Grenade, où ton cœur éclate comme une alcancie parfumée, la possédée au sein de plâtre que la vérole avait aimée, reçut autrefois ses stigmates. Voici l'Espagne au sans jupon, où les bordelières chauvines chômaient ou s'agitaient selon qu'on les pinait sous le régime d'un Bonaparte ou d'un Bourbon. À la Corogne qu'à l'ivresse, un Balthazar a tout cassé, on y prend le chemin des fesses, et l'on se retrouve insensé dans les orteils d'une négresse. Bon, alors, négresse, c'était l'époque, hein, Apollinaire. C'était, voilà, c'était, je ne sais pas en quelle année ça a été écrit, c'est Poésie libre.
ne sais pas. Il n'y a pas l'année d'édition, ou d'écriture surtout, mais 1907. Bon, il y avait encore du boulot à faire, hein, au niveau du racisme, etc. Alors, on va terminer comme toujours, enfin comme toujours, euh, par la statue de Condillac retouchée. Alors cette semaine, c'était incroyable. Il y avait un colloque volant toute une journée autour de Yves Volant. Donc, il y avait, voilà, on a parlé de tous ces bouquins-là. Voilà. Le Chamuche, donc il y a un ouvrage pour enfants, mais qui est vraiment et pour enfants et pour adultes, aux éditions de la Joie de lire. Jeu à l'âge d'homme et épuisé, et réédité en 2023 aux éditions d'en bas. Soft Goulag, donc là qui est chez Zoé Poche. Le narrateur et son énergumène, qui est apparu chez Zoé. Contre-pouvoir, qui est apparu chez En bas l'année dernière. Soft Goulag, ça c'était l'édition originale chez Bertil Galland. Et puis la statue de Condillac qui sera rééditée en 2023 aussi chez En bas. Et c'était incroyable cette journée. Moi, c'était une journée que j'attendais avec impatience, vous imaginez. Depuis le temps que je vous parle de Volant et je n'ai pas arrêté de vous en parler parce que c'est une personne incroyable. Et donc, je continue en fin de Twitch comme ça à vous lire un passage. Vous n'allez pas obligatoirement comprendre parce que c'est détaché, à moins que vous repreniez toutes les vidéos depuis que j'ai commencé. C'est toujours en fin de Twitch. Je vous lis un paragraphe, ça dépend de la longueur, mais en général c'est assez court. Mais vous entendiez son écriture. J'adore entendre les écritures. Il semble que le livre ne soit pas un parti désespéré. Bien sûr, il faut le faire, je n'y échapperai pas, puisque je n'ai pas un moyen de parler. Mais comment fait-on un livre? Je n'en ai pas la moindre idée, sinon comme ça, justement, en reprenant les figures chapitres, que je laisse grossir de tout ce que le flux engendre. Et d'abord simplement les traits que je n'ai pas mentionnés. Non, sans peine. Faute de quoi, je me remettais à tournoyer. Non, sans flair, peut-être. Parce que ce n'étaient pas des traits idéologiques. Donc inutiles. Donc nuisibles. Forcément liés au corps, donc elle. J'aimerais bien l'éviter. L'ennui, c'est que elle soit fils de riche. Très riche. Américain. Ce ne doit pas être un hasard. C'est formidablement idéologique. Un morceau de savoir y est sans doute déposé. Mais elle a un corps terrible, de surrection. Le corps, c'est ce qui m'a perdu. C'est lui qui monte, qui est à l'origine de l'origine. Je n'ai pas pu l'arrêter, ça a dû se passer comme ça. Il monte et il croise, il brise up toute loi, tout savoir. Ou bien, je l'ai arrêté juste à temps, ou juste trop tard. Je l'ai arrêté, mais il avait croisé quand même. Alors, il s'est mis à tourner. Tout est devenu concret. Tout ce qui est idéologique s'est singularisé en tournant. Donc c'est sans espoir parce que si la giration du flux rouvre par hasard le singulier en idéologie, celle-ci montre qu'elle est seulement la figure du singulier. Par exemple, la richesse, cela contient. Je peux m'arranger pour le faire apparaître, l'idée infamante de désœuvrement. Mais alors, le corps a le loisir de se donner libre cours, même si elle est pédéraste, donc vivant dans la honte et le tremblement ce qu'il tâche de dévier en étant peintre. Cependant, la peinture monte toujours, et descendante elle serait pardonnée, donc réussie, donc apte à faire apparaître le corps et toute obscénité, dont la couleur est le vert, ayant dans toute obscénité une manière de provocation contre le savoir. Voilà,
la statue de Condillac retouchée qui était parue à l'origine aux éditions du Seuil. Écoutez, j'espère que ce Twitch vous a fait du bien, vous a ouvert des pistes. Je ne sais toujours pas si vous avez lu cette semaine, ce que vous avez lu, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Puis on en parle, voilà, on découvre tout ça. J'ai quelques livres dont vous m'avez parlé qui sont en commande actuellement et on en parlera plus tard. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à mardi. N'oubliez pas que si vous êtes sur Paris ou si vous êtes dans le coin, la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, je serai au Salon L'Autre Livre, salon d'édition indépendante. Vous pouvez aller sur le site de L'Autre Livre, vous tapez L'Autre Livre, Salon L'Autre Livre, et vous trouverez facilement les maisons d'édition. Allez faire un tour sur le site de L'Autre Livre, il y a toutes les maisons d'édition. Et il y a les liens sur toutes ces maisons d'édition. C'est aussi une manière de découvrir. Tout à l'heure, il y a un éditeur qui me met un message qui me dit mais j'ai vu que tu étais diffuseur. Est-ce que tu diffuses des petits éditeurs? Et je lui ai répondu, écoute, les petits éditeurs pour moi, c'est souvent des grands. Voilà. Et donc, je termine par ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à mardi. Salut.